Elle contribue à inventer l'histoire, d'abord, très simplement, parce que l'histoire que l'on va raconter va évidemment être l'histoire de cette disparition. Au sein de la sphère du monde sensible, il est des phénomènes étranges que notre vision quotidienne ne sait pas toujours appréhender. Le phénomène de la disparition fait partie de l'un d'eux. Sa réalité dérange autant qu'elle fascine tout un chacun, et elle semble cependant particulièrement difficile à mettre en évidence. Chaque jour, autour de nous, des choses et des êtres disparaissent sans cesse, sans que nous sachions pour autant en expliquer les raisons précises. Pourtant, c'est avec l'aide des plus grands spécialistes du sujet, ainsi qu'en recueillant les témoignages de ceux qui disent l'avoir connu de près ou de loin, que nous avons tenté d'éclaircir le mystère de sa disparition. Pourquoi et dans quelles conditions a-t-il disparu? Qui peut aujourd'hui affirmer précisément l'avoir vu? Et si oui, sous quelle forme et dans quel contexte? L'IDDDD, Institut de développement départemental des dogmes et de la disparition, est un organisme à but philanthropique qui concentre la majeure partie de ses recherches à l'observation et l'analyse des phénomènes liés à la disparition. Actuellement en cycle d'études doctorales approfondies, le professeur Cunningham a bien voulu nous recevoir pour nous parler de ses divers travaux de recherche. Il nous a apporté plus particulièrement quelques lumières à propos de sa disparition, qu'il a longuement étudiée. Je crois que sa disparition a été effectivement quelque chose de très compliqué. Déjà à expliquer, à comprendre ensuite. Ça n'a pas du tout été quelque chose d'évident en fait. Parce qu'il faut bien savoir que même les gens qui étaient proches de lui, même les gens qui pensaient le connaître, finalement ne le connaissaient absolument pas. Et quand je me suis penché un peu sur la question, j'ai essayé à mon tour de rentrer un peu dans la logique de qui il pouvait être, et ça a été un véritable mystère. J'ai jamais vraiment compris dans l'absolu qui il était, mais on a des témoignages, on a toutes sortes de récits qui nous disent un petit peu par où il a été, où on l'a vu. On sait par exemple qu'il a participé activement à la New Wave new-yorkaise, tout ce qui concernait les mouvements musicaux, du punk, ces choses-là. On sait aussi qu'il a été très actif dans des juntes militaires, plus ou moins en Birmanie. On l'a vu et aperçu à plusieurs reprises au Népal. Il paraît qu'il a connu plusieurs Sherpas dans des expéditions. Mais à part ça, son existence reste un véritable mystère. On ne sait absolument pas finalement s'il a été à un moment donné visible ou non. Et même les gens qui l'ont vu, finalement, ne savent pas s'il a pu être visible pour de vrai à un moment donné. Le domaine de la recherche scientifique n'est pas le seul à s'être intéressé de près à la disparition. Il s'agit en effet d'un phénomène qui a toujours nourri abondamment la culture populaire. En 1989, une chanson du groupe Queen relance alors le débat concernant sa disparition, lorsque Freddie Mercury chante « I'm the Invisible Man ». Les tabloïds britanniques s'emparent de cette révélation qui se répand bientôt comme une traînée de poudre. Est-il vraiment possible que la rockstar soit bel et bien cet homme invisible, vers lequel tous les regards se tournent? Pour couper court à toute rumeur, le chanteur a consacré un entretien dans lequel il dément les insinuations des médias et explique plus en détail le sens véritable de la chanson. J'essaie d'expliquer ça tous les jours. Mais vous savez, il ne s'agit pas simplement de musique. Je pourrais parler de musique si c'était à la presse spécialisée. Mais c'est plus que ça. Évidemment, tout le monde me pose la même question. Ils veulent tous savoir si c'est moi. C'est assez difficile à croire, mais on s'est connus d'abord à l'université. Puis je l'ai revu à New York, où il se battait pour de nouvelles idées musicales. Il avait vraiment une forte personnalité. On avait tous les deux des égos très marqués. C'est ce qui a fait qu'on est restés ensemble. C'est de là qu'est venu Invisible Man. C'est drôle parce que je jouais avec le groupe et les gars ne pouvaient pas comprendre que je pensais à une carrière solo. Avec lui, longtemps avant. Dans votre vie, il y a toujours des gens qui disparaissent comme ça.
On ne peut jamais savoir s'ils resteront dans les mémoires, mais c'est sûr que lui restera. Qu'en pensez-vous? Alors j'ai effectué une thèse il y a de ça 5 ans sous la direction de Dan Goldsmith, qui est un docteur à l'université de Berkeley et qui travaillait justement sur les forêts équatoriales et tout ce qui concernait des considérations assez mystiques justement sur des rites, des croyances qui étaient pratiquées par les tribus dans ces forêts, en particulier en Amazonie. Et effectivement, on peut rapprocher cette question de la disparition aux rites qui étaient ceux de ces tribus, car ils vénéraient souvent des divinités qui étaient des divinités païennes et qui aujourd'hui n'ont plus vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont considérées comme complètement dépassées, ou en tout cas auxquelles on ne peut plus accorder de crédit comme on le faisait auparavant. Mais ce qui m'a profondément intéressé et qui m'a donné envie de pousser un petit peu l'investigation, c'est que il a été vu à différents endroits, et on soupçonne que certains de ces rites, qui étaient ceux de ces tribus, se sont tournés vers lui. Mais quant à savoir si cela est vrai, le mystère reste entier. Un vague terrain où la nature a progressivement repris ses droits. Aux abords de ce qui fut vraisemblablement sa maison, le sentiment inexplicable d'une présence se fait encore sentir. Loin du tapage médiatique qui entoure sa disparition, c'est dans le calme d'une petite commune de la banlieue parisienne que nous avons rencontré Georges Isambure. Ici, le temps semble s'être étrangement arrêté. Georges fut son voisin et ami pendant près de 25 ans. L'homme a accepté de revenir avec nous sur les lieux où il s'était autrefois côtoyé et s'est confié à nous, non sans une certaine émotion. C'est une émotion parce que c'était une personne un peu particulière. On la connaissait sans la connaître. On la voyait sans la voir. C'est pour ça que je suis ému de revenir ici, parce qu'on a des très très bons souvenirs ici. C'est là où on a passé de nombreuses soirées ensemble. On s'est invités, nous étions voisins, donc il était très sympathique. À cet endroit-là, nous avons passé de grands moments ensemble. C'était très particulier. Très attachante, mais un peu dans le ciel. Très transparente comme personne. Alors un jour, il est parti. On l'a jamais revu. Et ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, sa maison a été murée alors qu'il était transparent. Mais lui, il est peut-être resté à l'intérieur, il n'en est peut-être jamais sorti. Et ça, on ne le saura jamais, ça. Oh, il doit rester des choses, oui, mais je pense que c'est plutôt dans la maison, à l'intérieur de la maison, mais on ne peut plus y rentrer parce que maintenant, la maison est murée, donc... Mais peut-être qu'un jour, la maison va peut-être se rouvrir, et peut-être qu'il va réapparaître, je ne sais pas. Si les traces visibles qu'il a laissées derrière lui se font rares, c'est qu'il faut considérer des éléments complexes de la disparition qui échappent littéralement à nos sens. Le philosophe allemand Georg Christoph Lichtenberg n'a-t-il pas dit « Les animaux ne se trompent jamais, excepté les plus intelligents d'entre eux ». Est-ce alors un hasard si Jazz, le fidèle compagnon de Georges, semble mystérieusement agité lors de notre visite sur ces lieux? Qu'a-t-il pu percevoir que nous ne comprenons pas? Quelle était alors cette présence? Et d'ailleurs, en était-ce véritablement une? Alors ces 3 stades sont très importants pour comprendre, ou en tout cas pour essayer d'approcher le mystère qui nous occupe. Il faut savoir que d'abord,
quand on traite de la disparition, il faut d'abord s'intéresser au stade de la présence, qui est le premier stade, puis vient le stade de la non-présence, et seulement après vient l'absence. Et ce qui est assez surprenant avec la disparition que nous analysons en ce moment, c'est que l'individu, le sujet que nous analysons, est apparemment passé directement de la présence à l'absence. Et le stade de la non-présence a été complètement occulté, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé directement de l'être au non-être. Et c'est quelque chose d'assez rare. C'est quelque chose même qu'on n'avait jamais vu auparavant et qui ne s'explique, pour ainsi dire, absolument pas, en tout cas immédiatement. Il faudrait, pour cela, je pense, aller sur peut-être les derniers lieux où il a pu être vu, où on a pu en tout cas déceler une trace de sa présence. Mais là encore, nous ne disposons que de très peu d'indices. Je ne l'ai pas vu, non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai ressenti, je dirais, et c'est là qu'on touche, je dirais, du doigt à ce mystère, c'est que j'ai approché un petit peu son absence. En principe, j'aurais pu m'approcher, je dirais, de sa non-présence, mais comme je vous l'ai dit, ce stade a été complètement occulté, complètement omis dans le processus de la disparition, et donc du coup, je me suis retrouvé en face de son absence, si je puis dire. Ce qui est assez paradoxal, mais j'ai ressenti intimement, en traversant des endroits qu'il avait pu côtoyer, en allant justement sur les lieux où on avait pu le voir ou l'apercevoir, j'ai ressenti quand même comme un grand impact émotionnel, mais qui ne peut pas se définir. En tout cas, c'est quelque chose qui se situe au-delà des mots et au-delà de tout ressenti rationnel. On est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la perception intime. Et là encore, ce ne sont que des suppositions, mais je pense que son absence a profondément marqué ceux qui l'entouraient, ce qui fait que, paradoxalement, encore une fois, quand il a disparu finalement, on s'est beaucoup plus rendu compte de sa disparition que de son existence. Le professeur Cunningham continue inlassablement ses recherches sur la disparition et ne désespère pas de pouvoir le voir un jour. Georges Isambure se rend tous les dimanches sur la terrasse pour prendre le thé, dans l'espoir de recroiser un jour son ami. Après avoir exploré toutes les pistes dont nous disposions, la frontière entre visible et invisible tend à disparaître. Et si le doute persiste chez certains sceptiques, une chose demeure certaine, il ne fut sans doute jamais aussi présent que lorsqu'il eut disparu.